Imaginez un pays tout plat, tout sec, grand comme la France, sans accès à la mer, enclavé au sud de l'Afrique. C'est la terre des Suricates et celle des Bushmen. C'est la terre aussi du peuple Tswana et de quelques autres. Depuis l'indépendance de 1966, ils sont unis derrière un drapeau. Le bleu y représente l'eau, un vrai trésor dans cette contrée aride. On vient du bout de la planète pour découvrir ces sanctuaires animaliers. Mais ce pays mérite d'autres détours, réserve d'autres surprises. La découverte commence à Maune, la porte d'accès incontournable au site le plus célèbre du pays, le delta de l'Okavango. Dans la langue des San, Maune veut dire l'endroit où les roseaux sont courts. La ville a été fondée en 1915 le long de ce drôle de cours d'eau, la Tamalekane, dont personne ne sait précisément d'où il vient et où il va. Car il est alimenté de façon épisodique par les eaux imprévisibles du delta. À l'origine, on franchissait la rivière par ce vieux pont. Preuve qu'il n'y a pas beaucoup de vestiges au Botswana, on l'a classé monument national. Maune est restée longtemps une bourgade poussiéreuse, une sorte de ville frontière où venaient se ravitailler et se distraire les employés des ranchs et les éleveurs de bétail. On y croisait déjà ces femmes dans leurs costumes encombrants, des héréros. Les héréros sont arrivés ici au début du XXe siècle. Ils fuyaient leur pays, la Namibie actuelle, où ils étaient menacés de génocide. Les Tswanais leur ont offert l'asile au nom d'une très vieille convention qui prévoyait, en cas de besoin, l'accueil d'un peuple par l'autre. Maune s'est rapidement développé à partir de 1970, quand le delta s'est ouvert au tourisme. La ville compte maintenant plus de 75 000 habitants et elle continue de grandir. On y afflue de partout pour trouver un emploi, exploiter une opportunité, profiter de la dynamique. La ville grouille d'activités. C'est ici que se concrétisent tous les rêves d'Okavango. La découverte du delta suppose des moyens spécifiques, du savoir-faire, du sur-mesure. À Maune, on se prépare souvent à un safari hors norme, de ceux dont on rêve toute une vie. La découverte d'un des sanctuaires les plus mythiques de toute l'Afrique, la réserve de Moremi. Moremi, c'est la réserve du delta, son noyau. Pour y accéder, il faut franchir des pistes difficiles et des bras d'eau. Le 4x4 est obligatoire. Ce sanctuaire animal a été créé en 1963. C'est la première réserve africaine à avoir été initiée par une communauté locale. D'où son nom, Moremi, celui d'un chef de tribu. La faune y est exceptionnelle, en raison notamment de la diversité des habitats.
Des cours d'eau de toute taille et innombrables traversent la réserve. Ils composent un gigantesque réseau hydrographique. Au sol, il est difficile d'en prendre la mesure. Du ciel, on appréhende mieux la formidable complexité du delta. Le fleuve Okavango est venu se répandre ici. Au lieu de rejoindre la mer, il s'est étalé dans les terres sur 15 000 km². 95% de ces eaux vont finir par s'évaporer et seulement 2% infiltreront la terre. C'est le plus grand delta intérieur du monde. L'Okavango dépose chaque année 650 000 tonnes de sédiments et le visage du delta est en perpétuelle évolution. Par endroits, c'est la terre ferme qui domine, du moins à la fin de la saison sèche, car la majorité de ces étendues sont inondables et se recouvrent quand les eaux du fleuve sont au début de leur cycle. Pour approcher au plus près la réalité du delta, il y a cette autre façon. Se laisser guider par un poleur dans son mokoro. Le mokoro est une embarcation à fond plat propulsée simplement par les appuis de la longue perche. Le glissement du mokoro sur l'eau est le seul bruit qui vienne troubler le calme incroyable des bras d'eau. C'est une expérience unique, magique, mais frustrante, tant les roseaux et les berges recèlent de secrets si proches, mais qui restent invisibles. Alors il faut imaginer. Ce sont des hippopotames qui ont tracé tous ces couloirs d'eau, à force de passer dans la végétation. L'eau du delta, filtrée par les sables, est d'une étonnante pureté. Aujourd'hui, la plupart des mokoros sont en fibre de verre. Autrefois, on les taillait dans un tronc d'ébène ou d'arbre à saucisses. Comme il faut 100 ans pour faire un arbre et qu'on avait besoin de plus en plus de mokoros, ces espèces devenaient de plus en plus rares dans le delta. La fibre de verre présente aussi un avantage. Elle est durable. Et donc plus facile à amortir pour les poleurs qui doivent financer leurs embarcations. Car les mokoros en bois, eux, ne duraient que quelques années. Si l'activité des mokoros est centrée sur le tourisme, la vannerie, elle, trouve aussi des débouchés auprès de la population locale. C'est le secteur artisanal privilégié du pays. Les femmes des tribus de l'Okavango excellent dans l'art de tresser leur ouvrage. Elles utilisent comme matière première la fibre du palmier mokola, l'arbre caractéristique du delta. Ce delta, il faut le contourner par le nord-ouest si l'on veut découvrir le fleuve qui l'alimente. La route goudronnée passe au large des bras d'eau. Ils sont à 30, 50, parfois 60 km de là.
Quand on remonte ainsi vers le nord, on découvre un Botswana plus rural, où l'habitat est encore souvent traditionnel. La vie est dure pour les animaux domestiques, souvent livrés à eux-mêmes. Ici, le niveau de vie peut être très bas. En taillant des louches au bord de la route, on peut juste gagner de quoi manger. Quelques poulas, la monnaie du pays. Il y a près de 400 km entre Maune et Chakawe, entre le sud du delta et la frontière nord-ouest du Botswana. L'Okavango à cet endroit est un vrai fleuve. Il vient de traverser la Namibie en coupant la bande de Caprivi sur une trentaine de kilomètres. À moins de 50 km au nord, c'est l'Angola, son pays d'origine, où on l'appelle le Kubango. Avant de s'ouvrir en éventail dans son delta, l'Okavango présente sur 80 km le visage qu'on lui connaît à Chakawe, celui d'un large cours d'eau dont les rives sont bordées de champs de roseaux et de papyrus. Pour désigner cette partie de son cours, les géographes ont utilisé une image. Ce serait le manche d'une casserole dont le delta serait le récipient. Voilà pourquoi on appelle cette région le Panhandle. Ici, comme partout, la hauteur de l'eau varie en fonction des saisons, mais l'Okavango garde toute l'année un débit soutenu. Il coule avec force et sans histoire dans un lit bien tracé qui fait ici et là quelques méandres. Vu l'importance du courant, l'usage du mokoro n'est pas vraiment adapté à l'exploration des berges. Le Panhandle est d'abord un paradis pour les oiseaux et tous ceux qui s'y intéressent. Les berges couvertes de végétation offrent de bons abris à la faune et les eaux poissonneuses suscitent toutes sortes de convoitises. La pêche et la découverte ornithologique participent de plus en plus au développement de cette région qui est restée jusque-là un peu à l'écart de la manne touristique. En attendant de pouvoir, peut-être, en profiter un jour à leur tour, ces femmes vont descendre sur la berge pour y couper des roseaux. On en fait encore souvent des toits et des murs. L'activité est dangereuse, car les berges de l'Okavango regorgent de crocodiles de grande taille. Quelques-uns ont été capturés et se retrouvent dans les enclos d'une ferme voisine. Celui-là, qui a 50 ans et mesure plus de 5 mètres, coule une retraite paisible. Mais d'autres servent de géniteurs, car ici, on fait naître et on élève les sauriens à grande échelle. Cela suppose de grandes quantités d'eau. Elle est directement pompée dans l'Okavango tout proche.
Il y a à ce moment plus de 13 000 crocodiles dans la ferme. Ils y sont élevés jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Dans ces conditions, ils grandissent 2 fois plus vite que dans la nature. Ils ont leur meilleure valeur marchande quand ils atteignent environ 2 mètres. Depuis que le Botswana a interdit l'exportation des bébés crocodiles, c'est l'un des derniers établissements du genre. Pour attirer davantage de visiteurs dans la région, on compte plutôt sur la valorisation d'un site qui se trouve à une 50aine de kilomètres de là, les collines de Tsodilo. Il s'agit d'un ensemble de quelques reliefs assez modestes qui émergent au bord d'un lac fossile asséché. Il y a 4 collines principales. La plus haute, Male Hill, dépasse de 400 mètres le niveau du sol alentour. C'est l'un des points les plus élevés du pays. Tsodilo est classé au patrimoine de l'humanité pour ses peintures rupestres. On en a déjà dénombré plus de 4000, répartis sur près de 300 sites. C'est l'une des plus fortes concentrations d'art rupestre du monde. On dit ici de Tsodilo que c'est le Louvre du désert. Le site a été habité. Il a une forte dimension symbolique et religieuse pour les communautés locales. Elles y voient à la fois la tombe des dieux et l'endroit où l'homme est apparu pour la première fois. L'origine des peintures reste énigmatique. Certaines dateraient de 20 000 ans, mais la plupart des autres n'auraient que quelques centaines d'années. Au bas de cet énorme rocher, on peut voir les représentations surprenantes d'un pingouin et d'une baleine. Comme l'océan est à plus de 600 km, on se demande comment a pu s'inspirer l'artiste du peuple San. Des San qui, pour l'essentiel aujourd'hui, sont cantonnés dans le désert du Kalahari. Chassés de partout, ils y ont trouvé refuge. C'est le cœur du Botswana. Une région plus difficile d'accès qui est restée longtemps inaperçue aux yeux des voyageurs. Le Kalahari central est un semi-désert. Il abrite une faune variée, car la végétation y pousse malgré la pénurie d'eau en surface. Les clôtures délimitent de grands domaines où l'on pratique l'élevage extensif. Mais certaines propriétés se transforment aujourd'hui en réserves de faune. Celle-là fait 20 000 hectares. On y a tracé des dizaines de kilomètres de pistes et on l'a cerné d'une centaine de kilomètres de clôture. Il a fallu ensuite acheter des animaux pour compléter ceux d'origine, créer des points d'eau, installer des pompes pour les alimenter et monter enfin la tour d'observation du spectacle de la nature. On ne vient pas dans le Kalahari central par hasard. On est ici à des heures de piste de la première route goudronnée.
rien n'est laissé au hasard pour satisfaire une clientèle de connaisseurs. Les animaux sont attirés juste en face du lodge par le point d'eau qu'on y a creusé. La gestion de la réserve reste un défi au quotidien. On y associe étroitement des membres de la communauté San. Cette fois, il faut savoir pourquoi ce gnou n'a pas été entièrement mangé. On hésite entre un prédateur dérangé et une proie malade. On cherche des marques de morsure. On cherche aussi les traces d'une attaque ou les empreintes d'un prédateur, des indices qui ne peuvent échapper à un bushman. Faute d'indications probantes, on incise la peau de l'animal pour faciliter le travail des vautours et favoriser le nettoyage de la carcasse. Si le gnou était malade, cela limitera le risque d'épidémie. La réserve emploie à demeure quelques bushmen. De temps à autre, ils reprennent sans amertume leur tenue traditionnelle pour expliquer, plutôt avec fierté, quelques-unes de leurs techniques de survie. Les San ont été les premiers habitants de ce pays. Ils en connaissent mieux que quiconque le secret vital. Savoir trouver l'eau ailleurs, car elle est très capricieuse en surface. Un jour, la Boteti River, le dernier cours d'eau que l'on franchissait avant d'accéder au Kalahari central, a cessé de couler. Il a fallu attendre 20 ans et des pluies torrentielles en Angola en 2009 pour que les eaux du delta viennent l'alimenter à nouveau. Les bêtes reviennent y boire, les hommes y pomper un peu d'eau. Mais le niveau reste insuffisant pour alimenter à nouveau son exutoire naturel, l'épane du Makadi-Kadi. Pour explorer la région spectaculaire de ces grands lacs salés, il faut passer par Gweta. Gweta est une petite ville de 5000 habitants. On peut s'y faire une idée de la vie quotidienne des Botswanais qui n'habitent ni la capitale, ni un village isolé. Il n'y a pas d'école maternelle, mais dès qu'ils ont 7 ans, tous les petits Botswanais vont à l'école. En uniforme, car c'est la règle pour tout le monde. La scolarité est complètement gratuite jusqu'au collège. Ensuite, les familles doivent participer un peu ou demander une bourse. L'État consacre beaucoup d'argent à l'éducation et à la santé. La lutte contre le sida, qui touche 20% de la population, est une priorité nationale. Ici, tous les traitements antiviraux sont pris en charge. Quand ils reviennent de l'école, les enfants passent parfois par le magasin du village où ils ramènent à la maison un sac de riz ou de farine. Mais ils sont dispensés de la corvée d'eau. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante, mais il y a toujours un robinet à proximité. Au salon de coiffure de Gweta, il y a à la fois l'eau au robinet et l'électricité au compteur.
Quand il n'y a pas de clients au salon, la patronne passe dans la pièce d'à côté pour y faire du repassage ou de la couture. On a inauguré ici, il y a peu, une médiathèque dont tout le monde peut venir utiliser les ordinateurs ou consulter les ouvrages. Beaucoup n'y viennent jamais. Ils préfèrent se retrouver dans la petite case qui abrite le bar à bière. Dès le matin, on vient y discuter en buvant du chibuku, la boisson traditionnelle faite de baies sauvages fermentées. Mais on vient à Gueta pour connaître une autre ivresse, celle que l'on ressent quand on découvre les grands panes salés. Les panes du Makadi-Kadi s'étendent sur 12 000 km². C'est un réseau de plusieurs lacs salés asséchés et c'est le plus grand du monde. Plus on s'enfonce dans la gigantesque cuvette argileuse, plus les hommes et les animaux se font rares. Et puis, se profile bientôt à perte de vue une étendue toute blanche. Il y avait autrefois à cet endroit un lac immense qui couvrait 60 000 km² et s'étendait jusqu'aux rives du Chobe et de l'Okavango. Il y a 10 000 ans, un changement climatique a provoqué l'évaporation de toute l'eau. Reste le sel qui craque sous les pas. C'est une sensation unique que de se trouver au cœur de ce paysage lunaire, dans cette immensité désolée. À la bordure orientale de la région des Panes, une piste bien tracée traverse le sanctuaire de Nata. C'est un espace protégé. Il a été créé par les communautés locales pour préserver cet écosystème particulier, car plus au sud, on exploite le sel des Panes de façon industrielle. C'est un sanctuaire plutôt dédié aux oiseaux. Il accueille notamment une grande colonie de flamands. À la saison sèche, ils se tiennent très loin du Mirador, là où il reste un peu d'eau. Avant que l'espace protégé ne devienne réalité, il a d'abord fallu déplacer les 3500 têtes de bétail qui avaient l'habitude d'y manger. On ne peut imaginer l'effort que ce fut pour tous les petits éleveurs. Ils tiennent à leurs bêtes plus qu'à toute autre chose au monde. Le Botswana compte plus de têtes de bétail que d'habitants. Ce pays est traditionnellement une terre d'élevage bovin. Les animaux qui se nourrissent librement sur des espaces plus ou moins clôturés sont regroupés de temps à autre à des points de collecte pour être vendus. La viande botswanaise est de grande qualité. Sa réputation a largement franchi les frontières. L'essentiel de la production est exporté, c'est l'une des richesses nationales. Mais une richesse menacée par la fièvre afteuse, une maladie virale très contagieuse qui se transmet chez les animaux à sabots fendus, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Pour contrôler et limiter le développement de la maladie, le Botswana a mis en place des barrières vétérinaires.
Tous les véhicules en provenance d'une zone infectée et se rendant dans une autre sont contraints de passer dans ces bains désinfectants. Les piétons aussi sont tenus de nettoyer leurs semelles. Ces contrôles ont été instaurés quand l'Europe a interdit l'importation de viande botswanaise en raison du risque sanitaire. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et les bœufs ont repris leur part dans le produit intérieur brut du pays. Ceci dit, ce n'est pas avec sa production agricole que le Botswana finance la construction des routes ou sa politique ambitieuse en matière d'éducation ou de santé. C'est grâce aux produits du diamant. Quand on a découvert ces gisements diamantifères en 1967, le Botswana était l'un des pays les plus pauvres qui soient. Aujourd'hui, c'est le plus gros producteur de diamants du monde. Dès qu'il a exploité ce trésor inespéré, il a connu pendant 30 ans la plus forte croissance de la planète. Signe extérieur de cette prospérité, la capitale, au sud du pays. Ces buildings ont poussé au milieu de nulle part à l'emplacement d'un gros village qui portait le nom de son chef, Gaborone. C'est ce village qu'on a choisi au moment de l'indépendance pour en faire la capitale du pays tout neuf. Gaborone présentait deux avantages. Il n'était qu'à quelques kilomètres de la frontière sud-africaine et se trouvait sur la ligne de chemin de fer qui traversait l'Afrique australe. Gaborone, ici on l'appelle Gabs. Comme on l'a créée de toutes pièces, elle n'a pas beaucoup d'âme. Elle compte 200 000 habitants. La moitié sont fonctionnaires et travaillent dans les ministères et les services. Le Botswana a fait plutôt bon usage de la fortune apportée par le diamant, d'autant que c'est l'un des pays les moins corrompus du monde. À Gaborone, le niveau de vie est élevé. Salariés et fonctionnaires fréquentent les centres commerciaux qui ont fleuri à l'extérieur de la ville et ils vivent à l'occidental. Ici, on est loin de l'Okavango, du Kalahari et du peuple San. Mais les Bushmen ne sont plus que 10 000 dans le pays, alors que 60% des 2 millions de Botswanais sont citadins. « 80% de la population botswanaise se concentre dans les villes qui se sont développées dans un rayon de 200 km autour de Gaborone. Ce sont en fait de gros villages qui se sont urbanisés. On y a abandonné les cases traditionnelles et on s'y laisse séduire par les codes de la modernité. Les Botswanais importent quasiment tout d'Afrique du Sud. Ils n'ont pratiquement pas d'usine et il n'y a que les commerces et les services pour procurer des emplois. La production artisanale reste marginale. À une vingtaine de kilomètres de Gaborone, dans la petite ville de Gabane, cette structure est l'exception. On y crée des poteries. Avec la vannerie, c'est l'autre spécialité artisanale du pays. Les produits sont tout simples et la matière première est faite dans la cour avec de la terre ramassée juste à côté.
Ici, on travaille souvent tous les jours, sans s'arrêter pendant 1 mois ou un peu plus, et puis on a droit à quelques jours de repos consécutifs. Une organisation qui permet aux Botswanais qui sont venus s'installer en ville de repartir de temps à autre voir leur famille dans leur village d'origine. Ce qui veut dire 9 fois sur 10 reprendre la route du Nord. Elle traverse le pays de bas en haut. Tout au nord, elle mène à Kazan, la 2e ville touristique du pays, sur les rives du fleuve Chobe. Quand on s'en approche, la faune devient très présente. Même en dehors des zones protégées qui occupent déjà 20% de la surface totale du pays. À Kazan, on est à 900 km de Gaborone et à la frontière nord du Botswana. Ce ne sont pas ces clôtures qui marquent les limites du pays. C'est un fleuve, le Kwando. Il arrive d'Angola. Ici, on l'appelle le Chobe. C'est un affluent du Zambèze. Sur l'autre rive, c'est la Namibie. On est là au carrefour de 4 pays. Les frontières de la Zambie et du Zimbabwe ne sont qu'à quelques kilomètres. La route qui dessert Kazan et qui traverse la ville est parallèle au fleuve. Les animaux de la savane alentour doivent donc la traverser pour aller boire. Les babouins et les phacochères voient sans doute le bon côté de la présence humaine. Elle leur offre toujours des opportunités. Il y a bien une graine oubliée, un déchet exploitable, de quoi oublier la circulation et ses dangers. Le vrai problème, c'est les éléphants. Il faut les ménager, éviter autant que possible de les retrouver en ville, mais leur permettre quand même d'accéder à l'eau. Ces éléphants qui vivent dans la petite forêt juste à côté traversent la route au moins 2 fois par jour. Pour canaliser le flux des pachydermes, on a dressé parallèlement à la rive une clôture dans laquelle on a aménagé des accès. Une démarche somme toute bienveillante, car pas question ici de prendre des mesures radicales contre les animaux. Ils font la richesse de la ville. Kazan compte un peu plus de 10 000 habitants. C'est la 2e ville touristique du pays. Pour une raison simple, c'est la porte d'entrée de l'une des régions les plus riches en faune sauvage de la planète. Ici, tout le monde ou presque travaille de façon directe ou indirecte pour le tourisme. Le fleuve est le moyen privilégié pour accéder au royaume animal. On peut voir au long des berges une véritable flottille de bateaux en tout genre et de toute capacité. Quelle que soit l'embarcation choisie, toute croisière commence par un passage obligé, l'enregistrement des passagers au ponton du parc national.
On est à quelques kilomètres en amont de la ville, au point d'accès d'une zone protégée de plus de 10 000 km². Le parc national du Chobé, qui s'étend au sud du fleuve, a la taille de pays comme le Liban, le Qatar ou la Jamaïque. Il a été créé en 1968. C'était le premier parc national du Botswana. Cette zone, qu'on appelle le Riverfront, est l'une des plus accessibles pour observer de près l'abondance de la vie sauvage. Le Chobé a toujours un bon débit, même au cœur de la saison sèche. Alors, on y observe à la fois des espèces complètement liées à l'eau et d'autres qui en dépendent de façon vitale. Le parc abrite la plus forte concentration d'éléphants du monde. Ils sont ici plus de 50 000. Ils exercent sur l'environnement une énorme pression. Certains considèrent qu'elle met en péril l'équilibre de l'écosystème et qu'il faudrait limiter le nombre des éléphants. Cela fait débat au Botswana. Il y a eu longtemps un autre sujet de discussion sur ces rives, le cas de Sedudu Island. Pendant des années, la Namibie et le Botswana se sont disputés cette étendue toute plate au milieu du fleuve Chobé. Pour le principe, car c'est une zone inondable qui ne présente guère d'intérêt, sauf pour les éléphants et les buffles qui l'habitent. Finalement, la Cour internationale de La Haye a tranché. En se référant à la profondeur de l'eau dans les 2 bras qui l'entourent, elle a jugé que l'île était botswanaise. C'est à la tombée du jour que la lumière adoucie donne au Chobé tout son charme. C'est à ce moment aussi que les animaux sont les plus nombreux. Tous les bateaux sont partis quasiment à la même heure pour revenir à Kazan au moment du soleil couchant. Le petit matin est le moment idéal pour combler une frustration. Découvrir à quoi ressemble le parc quand on le parcourt de l'intérieur. La piste est sableuse et plutôt chaotique. Mais elle réserve très vite une belle surprise. Un chien sauvage. L'un des prédateurs les plus rares. Tous les guides ont la tentation de le suivre, mais ce sera peine perdue. L'animal va disparaître très vite dans la broussaille. Le parc du Chobé est réputé pour ses prédateurs.
Il abrite notamment une forte population de hyènes et ces lions sont connus pour s'en prendre aux éléphants. Ils ont laissé là les restes d'une énorme carcasse. Quelques centaines de mètres plus loin, les véhicules s'arrêtent pour observer cette fois l'animal le plus recherché par les touristes, le léopard. Avec sa faune hors du commun et sa stabilité politique, le Botswana attire une clientèle internationale fortunée. C'est le choix assumé de ce pays sage. Éviter le tourisme de masse, destructeur d'environnement, et tirer profit de sa nature comme de ses autres richesses. Ne pas compter uniquement sur le diamant dont on sait que le cours, par le passé, a déjà chuté. On est habitué ici au revers de fortune. Tout le monde connaît l'histoire de Francistown. En 1869, on a découvert de l'or dans cette petite rivière tout près de la frontière du Zimbabwe. Le filon a aussitôt attiré une foule en quête de fortune et une ville s'est développée le long de la Tati River. De cette époque, il ne reste que quelques noms de rues. Blue Jacket, c'est le nom d'un prospecteur célèbre. Et puis, petit à petit, le filon s'est épuisé. Et on a fini par fermer la dernière mine d'or. La ville a décliné et chacun est retourné à son petit métier. Mais en 1970, la chance a encore tourné. On a découvert dans la région des gisements de cuivre et de nickel. Francistown a connu alors un véritable boom économique et une nouvelle croissance. C'est devenu la deuxième ville du pays. Elle compte plus de 150 000 habitants. On vient aujourd'hui du Zimbabwe voisin y faire ses achats. L'atmosphère est vibrante, chaleureuse. La ville est beaucoup plus attachante que la capitale. Mais la tentation d'une vie à l'occidentale devient ici aussi omniprésente. Pour afficher sa réussite, on se marie à l'américaine, sur les berges de la Tati River. Signe des temps, signe que les liens se distendent avec les coutumes ancestrales, les danses traditionnelles, pourtant déjà modernisées, ne sont pas franchement en rythme. Le Botswana, jour après jour, tourne irrémédiablement le dos à son histoire de pays pauvre et sans perspective. Premier producteur de diamants du monde, il partage plutôt raisonnablement ses richesses. Il n'y a finalement que le peuple premier du pays, le peuple San, qui se sent un peu à l'écart.
Souvent méprisés, pas vraiment intégrés, les Bushmen s'accrochent à leur savoir-faire, s'efforcent de garder au moins la mémoire de leur tradition.